Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins, on est ensemble jusqu'à 11h. Hey, you know what? Cette émission ne serait pas ce qu'elle est sans Geneviève Méric, Ivy Paolo Antonacci, Géraldine Mosna-Savoie, Marianne Chassor et Tristan Grenassia, ni sans Marie-Christine Closet, à la réalisation, avec aujourd'hui à la technique Clément Datet. À 10h50, vous retrouverez François Noudelman pour le journal de la philosophie. François qui recevra aujourd'hui Rémi Mathieu à propos de la parution des œuvres complètes de Chuang Tzu chez Gallimard. Nouvelle semaine, nouveau thème. Et cette semaine, Les Nouveaux Chemins vous proposent une exploration en 4 étapes d'une notion à double face. Tantôt honni, tantôt chéri, comme tout ce dont l'homme ne peut se débarrasser. Quoi de plus ambivalent en effet que l'habitude? Cette répétition du presque même qui recouvre le vertige par la stabilité et le tourbillon par le répit. L'habitude ou cette façon d'apprivoiser l'inconnu, de lui donner une forme familière, entendue, inquestionnée, et dont le retour nous rappelle que tout changement est tributaire d'une forme de continuité. Mais l'habitude a mauvaise réputation. Dire que l'on agit par habitude est une manière de pointer négativement le fait que le cœur n'y est pas, que le réflexe nous dispense de réfléchir, que le corps et les mots parlent sans nous. Pourtant, l'habitude n'est pas tant un choix de vie que le reflet visible de la nécessité qui nous traverse, le rituel que nous avons construit autour d'actes nécessaires à notre vie biologique, manger, dormir, et sociale, travailler, se divertir. Demain, Frédéric Brahami viendra vous parler de l'habitude ou du vrai nom de la nécessité, selon David Hume. Mercredi, Jean-Michel Lelannou vous montrera comment l'habitude peut être la clé de l'intelligence dans la pensée de Félix Ravesson. Et jeudi, c'est Nathalie Heinisch qui vous parlera de la force de l'habitus chez Pierre Bourdieu. Mais aujourd'hui, c'est avec Anne Merker que nous allons discuter de l'habitude comme moyen de développer la vertu chez Aristote. Bonjour Anne Merker. Bonjour. Vous enseignez à l'université de Strasbourg et vous êtes l'auteur notamment d'un ouvrage consacré à Platon et Aristote qui s'appelle Une morale pour les mortels, l'éthique de Platon et d'Aristote, paru aux éditions des Belles Lettres il y a quelques mois, en octobre dernier. Et donc c'est avec vous que nous allons commencer cette semaine sur l'habitude en parlant d'Aristote. On avait pensé appeler cette émission l'habitude vertueuse d'Aristote. L'expression n'est pas tout à fait exacte, puisqu'en réalité, ce n'est pas tant l'habitude qui est vertueuse que plutôt la façon dont Aristote y pense. C'est le fait que l'habitude est ce qui nous permet de mettre en œuvre une vertu dont on va voir, le but de cette émission sera de montrer ce qu'elle est, cette vertu, est-ce qu'elle préexiste, est-ce qu'elle est le résultat de l'habitude. Mais en tout cas, c'est intéressant de commencer avec cet aspect-là d'une pensée qui fait de l'habitude quelque chose non seulement de positif, mais un moteur réel pour la morale. Anne Merker. En effet, vous avez prononcé le terme de positif, c'est sûrement ce qui est à retenir de l'approche qu'a Aristote de l'habitude, c'est sa capacité en fait créative. Et on ne trouvera pas chez Aristote une critique de l'habitude comme étant finalement une sorte de normativité, de pseudo-normativité, comme on peut éventuellement avoir une critique de la coutume chez Pascal. On n'est pas du tout dans cette perspective-là. Ce qui retient l'attention d'Aristote et qui avait, il faut le dire, déjà bien retenu l'attention de Platon, c'est la manière dont l'habitude permet
non pas d'engendrer la vertu, parce qu'en fait la relation est très complexe et très subtile, mais nous permet d'y accéder. Et si elle nous permet d'y accéder, c'est parce que il y a toute, pas une dialectique, mais une relation complexe dans la vertu et dans l'âme humaine entre quelque chose qui est de l'ordre de l'impulsion et qu'on va appeler le désir, et quelque chose qui est de l'ordre de la raison. Et il faut être très clair, c'est pas l'habitude elle-même qui est vertueuse, ça n'est pas l'habitude qui engendre la vertu, ça n'est même pas l'habitude qui fait la vertu. Ce qui fait la vertu, c'est la faculté rationnelle en tant qu'elle réussit à se faire écouter de ce qui, dans l'âme humaine, n'a absolument rien de rationnel et n'est pas par soi disposé à écouter de la raison. Et toute la problématique éthique dans cette pensée d'Aristote et déjà chez Platon, c'est justement le vrai niveau éthique authentique, c'est quand on agit par raison, parce que l'action qu'on fait est belle. Et si on le fait simplement par habitude, ça ne serait pas une action vertueuse, ça ne serait pas une action belle. La raison qui fait que cette action va devenir, le motif, la cause qui fait que cette action est vraiment une action vertueuse, c'est que rationnellement, on la pense comme bonne, on la pense comme belle, même plus exactement, et on la fait pour cette raison-là. Simplement, pour agir, il y a toujours du désir, il y a de la volonté qui est une forme de désir, et il y a d'autres désirs qui ne sont pas la volonté. Et ça, comment faire pour que ça puisse vouloir ce qui est beau? Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut comprendre le rôle de l'habitude pour Aristote comme étant cette façon qu'a l'homme de mettre en œuvre une pensée, par ailleurs, ce qui correspond à la dimension rationnelle en lui, de la mettre en œuvre au sein non seulement d'un monde qui lui-même est contingent, il faudra en dire quelques mots, on ne peut pas réfléchir sur l'éthique d'Aristote sans rappeler toute l'ontologie qui est celle du monde sublunaire dans lequel se meuvent les individus. Mais donc, pour essayer de mettre en œuvre au sein du monde contingent et au sein notamment de son propre corps, de son propre être, qui lui-même n'est pas entièrement soumis à sa partie rationnelle. L'habitude serait donc une manière d'exercer la partie irrationnelle en nous à obéir, à se soumettre à notre partie rationnelle. Est-ce qu'on peut le comprendre comme ça ? En fait, l'habitude permet de régler un problème, on va dire, de temporalité dans le développement de l'être humain, puisque la destination de l'être humain, c'est de développer en lui ce que la nature lui a donné, mais qui n'est pas naturellement développé, qui doit croître. D'ailleurs, le terme de fusis lui-même exprime ce processus de croissance. La nature nous donne des choses, mais des choses qui doivent pousser, qui doivent croître. Et dans l'âme humaine, finalement, ce qu'il y a de meilleur et ce vers quoi, ce qui est notre destination, à savoir la pensée, son développement est le plus tardif. Et c'est pourtant la pensée qui doit diriger, qui doit gouverner. Gouverner, c'est avoir l'hégémonie. L'hégémonie, c'est marcher en tête. Littéralement, l'hégémonia, c'est l'hégémone, celui qui dirige, qui montre le chemin, qui marche en tête. Mais ça vient en dernier. Et tout le problème, c'est comment faire pour que cet ordre, on va dire, dans l'ordre de l'engendrement, les désirs, tout ce qui est tumultueux, impétueux, est beaucoup plus actif dès la prime enfance, dès les débuts de la vie humaine, beaucoup plus actif. Et pourtant, donc ça a la primauté temporellement, mais au niveau du commandement, ça doit venir en second. Et finalement, l'habitude, et même, on va dire, l'habituation, permet de résoudre cette inversion que finalement le développement humain doit réaliser. Ce qui était premier doit devenir second, et ce qui était temporellement second, à savoir la faculté rationnelle, doit devenir premier dans la conduite des actions et dans la conduite de la vie. Et donc, il faut, en attendant que la raison puisse penser, qu'on puisse penser pleinement telle action, je la veux parce qu'elle est belle. Je veux dire, c'est pas un enfant qui peut penser ça. Il ne pense pas. Je veux respecter autrui. C'est une pensée tardive. Comment faire pour que cette pensée tardive ne soit pas corrompue dans l'enfance par un développement naturel et spontané de tout ce qui est impulsif. Et l'habituation, justement, sert à opérer ce renversement
On habitue de manière extérieure les enfants, les jeunes gens à accomplir, on va dire de manière toute extérieure et toute formelle, des bonnes actions, des actions belles, à ne pas avoir peur, à ne pas trop manger, à se contenir sexuellement, etc. Jusqu'au moment, parce que tant qu'on est dans l'habitude, on n'est pas dans la vertu. Hein, c'est une pure conformité. On retrouve ce thème chez Kant, finalement avec des termes un petit peu différents, mais c'est la même fracture. Agir par devoir ou agir conformément au devoir, on l'a déjà. Donc tant qu'on est dans l'habitude et l'habituation, c'est une sorte de moralité purement extérieure, mais c'est de sorte à préserver ce germe de la pensée qui ne doit pas être corrompu par une activité débordante des désirs qui irait dans la mauvaise direction. Donc l'habituation est ce procédé par lequel l'homme peut dompter en lui ce qui, dans sa nature, le ferait échapper au but premier de la vie, à savoir essayer d'agir de manière vertueuse et même essayer d'être heureux. Et de vivre selon la pensée. Parce que finalement, voilà, être vertueux, c'est une manière de vivre selon la pensée. Mais pas dans le domaine scientifique, mais carrément dans le domaine des actions. Mais la notion même d'habitude montre bien qu'Aristote prend en compte cette dimension pratique qui est celle de la vertu, à savoir il faut mettre en œuvre. C'est une pensée du temps long, c'est une pensée de l'exercice, de la répétition. Et c'est pour ça que la notion d'habitude est déterminante. Et il ne s'agit pas uniquement d'atteindre à la pensée de manière abstraite, il s'agit de dompter son corps et son âme pour pouvoir correspondre à cette dimension rationnelle en l'homme. Absolument. Alors, deux remarques. D'une part, quand vous dites l'homme avec un grand H, l'homme maîtrise en lui-même ou se dompte lui-même, effectivement, mais ça se diffracte, si je puis dire, à l'intérieur de la communauté humaine, puisque celui qui se dompte lui-même, c'est l'homme en général. Mais en fait, c'est l'homme plus accompli, externe, et notamment le législateur, qui crée des circonstances politiques favorables, notamment par la loi, pour que, en l'individu qui est lui-même en devenir, il y ait un dressage, si l'on peut dire, un dressage de tout ce qui est débordant. Par ailleurs, le terme d'éthos, enfin cette notion de d'éthos, vous avez intitulé toute votre semaine là, la force de l'habitude. J'aime vraiment beaucoup ce titre parce que l'éthos en fait permet d'apporter une solution au problème de la force. Comment est-ce que vous traduisez ethos ? Alors l'éthos, déjà comment je l'écris en fait, avant même de savoir comment je traduis, excusez-moi, je me laisse aller à utiliser les termes sans les expliciter. Donc ethos avec un petit e, un epsilon, un e simple, non long, et qui n'est pas long, qui est bref. Et ce epsilon qui donne ethos, c'est effectivement l'habitude, d'où Platon et ensuite Aristote a dérivé l'éthos avec un e qui est long, qui est un état, et qui signifie en fait le caractère. Les deux termes sont très proches dans leur signification grecque, mais avec une petite particularisation. L'un étant plutôt effectivement du côté de l'habitude, de la coutume, ethos, et l'éthos ayant fini par désigner plus spécifiquement le caractère. Mais l'éthos lui-même pouvait désigner, surtout utilisé au pluriel, cet ethos qui donne notre éthique. Cet ethos pouvait même désigner les lieux habituels de séjour d'un animal, et des animaux que nous sommes, des vivants, les lieux de résidence, les lieux où nous habitons, et on retrouve le terme de l'habitude. Enfin, il y a des connexions latines et grecques assez intéressantes. Anne Marker, toute la question est donc de savoir, si on s'arrête un instant sur cette importance du caractère et sur ce que nous disions avant sur l'habitude comme étant la mise en œuvre, l'habituation pour les hommes d'une manière de vivre qui, elle, serait vertueuse. La question est de savoir si la vertu préexiste sa mise en pratique ou si c'est par l'exercice que nous développons la vertu. Et pour répondre à cette question, il y a un texte particulier d'Aristote qui distingue bien ces deux aspects et qui montre que c'est en bâtissant qu'on devient architecte, ou comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Écoutez. C'est en bâtissant qu'on devient architecte, en jouant de la cithare que l'on devient citharède. De même, c'est à force de pratiquer la justice, la tempérance et le courage que nous devenons justes, tempérants et courageux. La preuve en est ce qui se passe ordinairement dans les cités. Les législateurs, en les habituant, forment les citoyens à la vertu. En outre, les mêmes causes expliquent encore la naissance et l'altération de toute vertu, comme de toute technique. C'est, par la pratique de la cithare, que se forment les bons et les mauvais musiciens. Il en va de même pour les architectes et les autres spécialistes.
À force de bien ou mal construire, l'on devient bon ou mauvais architecte. S'il n'en était pas ainsi, on n'aurait pas le moins du monde besoin des leçons d'un maître, et l'on serait de naissance bon ou mauvais spécialiste. Il en va donc de même des vertus. C'est par la manière d'observer les contrats avec nos semblables que nous devenons les uns justes, les autres injustes. À force d'affronter des situations dangereuses et de nous habituer à la crainte et à l'audace, nous devenons courageux et pusillanimes. Il n'en va pas autrement en ce qui concerne le désir et la colère. Les uns arrivent à la tempérance et à la douceur, les autres à l'intempérance et à l'irascibilité. Parce que la manière de se comporter des uns et des autres est différente. En un mot, les activités semblables créent des dispositions correspondantes. Aussi faut-il exercer nos activités d'une manière déterminée, car les différences de conduite engendrent des habitudes différentes. La façon dont on est élevé dès l'enfance n'a pas, dans ces conditions, une mince importance. Que dis-je ? Cette importance est extrême. Elle est tout à fait essentielle. Anne Marker, dans le texte qu'on vient d'entendre, qui a été interprété par Jean-Louis Jacopin, on entend Aristote insister sur l'importance d'une éducation, d'un maître dans l'apprentissage de la vertu, mais également sur la nécessité d'observer chez ses semblables, chez les autres hommes, la façon dont la vertu est mise en œuvre. Et que finalement, Aristote, elle le dit lui-même, il ne s'agit pas tant d'essayer de définir ce qu'est la vertu, mais d'imiter ce qu'est un homme vertueux. Et on a là toute la différence entre une réflexion qui serait purement théorique, définitionnelle, et une autre, qui est celle d'Aristote, qui est une pensée non seulement pratique, mais une pensée de l'expérience. Il s'agit non pas tant de savoir ce qu'est la vertu, mais d'être vertueux. C'est la différence entre être et avoir, quasiment. Il s'agit quand même de savoir ce qu'est la vertu, mais ça ne suffit pas. Voilà. Ce qui nous intéresse dans cette affaire, qui est l'éthique, l'éthique étant quand même quelque chose de théorique. Derrière éthique, le terme d'éthique, donc c'est le titre d'un ouvrage d'Aristote, mais derrière le terme d'éthique, quand on l'emploie nous comme en fait un adjectif substantivé, il y a l'idée de savoir, ou de pragmatéia, d'affaires, mais d'activité quand même à un moment théorique. Il ne faut pas sous-estimer cet aspect-là, mais ça ne suffit pas. Et ce qui nous intéresse, c'est effectivement pas de savoir simplement ce qu'est la vertu, mais c'est de l'acquérir, de l'avoir. Et la notion de vertu est elle-même définie par Aristote, alors avec un terme un petit peu technique, je m'excuse, mais il faut quand même y venir, par le terme de exis, qui justement en grec, peut-être la meilleure traduction, c'est de dire propriété, en entendant bien en français ce que propriété a non seulement de psychique, propriété psychique, mais propriété au sens de la possession. Et le terme exis en grec, c'est littéralement le fait d'avoir. On le traduit souvent par disposition également. Oui, alors là, c'est on va dire le jonglage entre les correspondances de termes, parce que c'est diathésis aussi qu'on traduit par disposition. La diathésis, correspondant mieux d'ailleurs, dia correspond à 10 et thésis position. La diathésis est beaucoup plus passagère, alors que l'exis, c'est une propriété et comme son nom l'indique, elle est acquise. Et donc il y a ce jeu entre la nature qui nous donne quelque chose et cette disposition qui va être acquise. Et vous avez raison de souligner que pour l'acquérir, il y a un moment, alors vous parlez en termes d'imitation, là pour le coup, c'est un terme très platonicien, j'ai tendance à faire beaucoup de liens entre Platon et Aristote, mais je crois que là, c'est pas ce qui revendique forcément le plus comme filiation. Moi, je retiendrai plutôt une sorte de dialectique entre l'extérieur et l'intérieur. Il y a un moment, on est dans le domaine de la cité, dans la communauté humaine, avec laquelle, pourquoi pas, il y a imitation des actions belles, il y a pratique des actions belles qui restent relativement extérieures, jusqu'à inscrire par l'habituation et par
l'habitude, une disposition interne. Et c'est seulement quand on a vraiment la disposition interne que l'on commet, par exemple la disposition interne qui est la vertu de justice, c'est seulement quand c'est en vertu de cette disposition, de cette exis acquise, que l'on commet vraiment des actions justes. Tant qu'on n'a pas inscrit en nous, il y a vraiment une notion d'inscription et d'acquisition. Tant qu'on l'a pas inscrite, une action n'est qu'extérieurement juste. Et je voudrais revenir, parce que j'ai pas tout à fait terminé tout à l'heure sur la question de la force, titre de votre émission, enfin de votre semaine. Et c'est vrai que l'éthos, l'habitude, a cette particularité que d'une certaine manière, il s'assimile à une force de la nature, puisque c'est déjà chez les Grecs qu'on trouve cette idée que l'habitude est une seconde nature, même si le terme seconde n'y est pas toujours, mais enfin l'habitude est comme une nature. Ça n'est pas exactement la nature, ça veut dire qu'il faut soi-même être l'auteur de son acquisition, puisque ce qui caractérise la nature, c'est que nous n'en sommes pas l'auteur. Alors que dans cette habitude et dans ce qu'on va acquérir par l'habitude, nous sommes nous-mêmes l'auteur de cette acquisition. Donc c'est ça qui distingue de la nature. Mais en revanche, pour le reste, cette habitude, Aristote dit dans la rhétorique que l'habitude, en fait, ça s'assimile à la répétition, c'est beaucoup de fois. Pollakis en grec, c'est de nombreuses fois. Et ça se rapproche du toujours. Le nombreux, la répétition se rapproche du toujours, et le toujours, c'est du côté de la nature. Et c'est en ce sens que l'éthos, l'habitude, tend vers la nature. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on regarde la manière dont Aristote traite l'habitude dans l'éthique à Nicomaque, on voit qu'il en fait une manière de parachever notre nature en nous. Les vertus qui vont être acquises et qui sont elles-mêmes nommées par ce nom de exis, qui est une forme d'acquisition, les vertus ne sont pas données par la nature, et il y a toute une problématique chez Aristote de dire nous sommes responsables non seulement de nos actions, mais nous sommes responsables de nos vertus et de nos vices. C'est pas seulement l'acte et l'action que l'on commet, nous sommes responsables de notre manière d'être, ce qui est un grand sujet qui se discute très longuement. Mais alors justement, non mais c'est important de s'arrêter là, justement, ce rapport entre l'habitude et la nature. Vous avez cité l'éthique à Nicomaque, et en effet, c'est au livre 2 de l'éthique à Nicomaque que Aristote procède à des distinctions essentielles qui sont utiles pour notre réflexion aujourd'hui. Je reviens à la question que je vous posais tout à l'heure, puisqu'elle est vraiment en phase avec ce que vous venez de dire, et elle permet de préciser ce dont nous parlons. Si l'habitude est pensée par Aristote comme un moyen, soit de parachever, comme vous l'avez dit, soit de perfectionner la nature, ou en tout cas de faire venir à l'état d'acte ce qui n'est qu'en puissance chez nous, donc de vraiment de mettre en œuvre quelque chose qui est là de manière latente, qui est peut-être acquise, mais en tout cas pas assez explicite ou formée pour qu'elle puisse être mise en œuvre au sein de la vie. Alors, de quelle manière l'habitude peut-elle influencer la nature? En d'autres termes, l'habitude fait-elle naître, engendre-t-elle de manière presque ex nihilo une disposition, une faculté qui serait absente de manière naturelle? Ou au contraire, est-ce que l'habitude développe, perfectionne un donné qui est déjà là, mais qui est inaccessible à l'homme? Quelle force véritable? Est-ce que l'habitude est créatrice ou manière de perfectionner ce qui est déjà là? Est-ce qu'elle crée du nouveau ou est-ce qu'elle développe du déjà là? J'ai le sentiment qu'on peut répondre ni oui ni non. Clairement, parler d'aspect créatif, c'est trop fort. C'est beaucoup trop fort. Mais la nature nous donne peut-être des semences et il faut les faire germer. Et Aristote utilise d'ailleurs cette métaphore en disant finalement, l'éthos, c'est une manière de préparer la terre. L'habituation que l'on réalise sur les jeunes gens, puisque quand même, c'est pour les questions morales, c'est quand même à cet âge-là qu'on va parler d'habituation. Normalement, une fois qu'on est adulte, on est au-delà de l'habituation, on est vertueux ou on est vicieux. Et cette habituation, c'est comme le paysan qui prépare sa terre pour que la semence qui va y être déposée puisse croître et qu'elle puisse croître bien. Et finalement, l'analogie, la métaphore est un petit peu biaisée parce que cette semence, on peut l'assimiler dans le discours d'Aristote, on peut dire c'est le discours des adultes, c'est le discours des lois qui persuadent, ou en tout cas qui essayent de persuader en direction des actions vertueuses. Mais Aristote nous dit finalement les lois elles-mêmes, elles n'ont pas d'autre force que celle de l'habitude.
Et ça, c'est un propos extrêmement intéressant. Alors, pour le coup, c'est plutôt dans la politique, dans l'écrit auquel on donne le titre de politique. Et parce que la loi, c'est quelque chose de très abstrait. La loi n'a pas de main. La loi, elle a évidemment ses intendants, les hommes politiques, etc. Mais la loi par elle-même, sa force lui vient de l'habituation et de l'habitude. Et c'est d'ailleurs pour ça, dit Aristote, qu'il faut faire attention quand on change les lois. Parce que changer les lois, c'est mettre par terre tout d'un coup toute une habituation, toute une habitude. Et les nouvelles lois, comme il faut du temps pour l'habitude, toujours cette question de la temporalité, comme il faut du temps, les nouvelles lois, elles sont très faibles. Donc changer les lois, c'est en fait affaiblir la loi, nous dit Aristote dans la politique. Et cette préparation, donc je termine sur cette métaphore de préparation de la terre et de la semence. D'une certaine manière, la semence, c'est effectivement ce discours de la loi, je veux dire la bonne loi, la vraie loi, pas la loi qui dit n'importe quoi ou qui favorise les uns au détriment de l'intérêt général. Mais ce discours de la loi ne peut pas être reçu, en droit, il est recevable par n'importe quelle âme humaine qui est naturellement prédisposée. Mais on est plus ou moins bien prédisposé à recueillir cette semence de la loi, et c'est grâce à l'habitude que la loi peut persuader. Ce qui est, je reviens à nouveau au thème de la force, décidément très, très important, l'éthos est ainsi une alternative à la violence. L'habituation, l'habitude est une alternative à la violence. Alors on peut inversement trouver, dans une perspective par exemple nietzschéenne, de dire c'est du dressage, en réalité il s'exerce une violence dans l'habituation. Mais c'est une alternative, je termine juste, c'est une alternative parce que finalement quand la loi n'arrive pas à persuader de manière externe, elle va persuader par la contrainte, c'est-à-dire elle va sortir de la persuasion précisément, de la peito, elle va abandonner la persuasion, elle va passer au châtiment, elle va passer à la collacis et elle va passer à la violence. Et l'éthos, s'il y a habituation et habitude, la persuasion de la loi fera son œuvre et on s'épargnera, dans la cité, et pour l'individu, on s'épargnera le moment de la violence. Mais alors la dimension politique que vous venez d'aborder montre bien effectivement cette force de l'habitude qui à vous entendre, est finalement un autre masque que revêt une forme de violence, puisque essayer d'imposer une loi par l'habitude, c'est encore exercer un pouvoir assez contraignant qui prend un masque peut-être plus doux, qui est celui de l'habitude et non pas de la violence. Mais en tout cas, ça pose la question, Anne Merker, de savoir dans quelle mesure la force, plutôt quelle est de mesurer l'amplitude et l'intensité de cette force de l'habitude. Quel pouvoir a-t-elle réellement ? Est-ce que l'habitude peut changer une nature ? Est-ce qu'elle peut faire passer un vice, quelque chose qui est l'état de vice, à l'état de vertu ? Est-ce qu'elle peut véritablement opérer un changement radical au sein d'un individu ? Vous avez dit, tous les individus n'ont pas les mêmes dispositions, tout le monde n'est pas constitué de la même façon, certains sont peut-être plus enclins au vice, d'autres à la vertu. Est-ce que l'habitude peut vraiment changer radicalement un vice en vertu ? Là, la réponse, à partir de la réflexion d'Aristote, elle est très claire, c'est non. Puisque le vice, il faut bien en avoir conscience, c'est déjà un achèvement. Le vice est déjà le résultat d'un long processus. On ne naît pas vicieux. On n'est pas vicieux d'emblée. Le vice, et ça c'est quelque chose d'un petit peu paradoxal qu'on ne comprend pas toujours, dans la théorisation d'Aristote qui est très rigoureuse sur ce point, dans le vice, la pensée gouverne. C'est quelque chose dont il faut bien prendre conscience. Le vrai vicieux n'est pas quelqu'un qui est emporté par ses passions. Ça, c'est ce qu'Aristote appelle, on va dire, l'intempérant ou la personne qui n'est pas maîtresse d'elle-même, celui qui n'est pas maître de lui-même, qui voudrait bien faire quelque chose de bien, mais qui, sur le moment, est emporté. Non, le vice, c'est un système. Le vice, c'est une pensée qui considère que c'est bon, par exemple, de jouir sans entrave, de ne laisser aucun frein, de ne mettre aucun frein à ses plaisirs, etc. C'est-à-dire, c'est la pensée elle-même qui dit qu'il est bon que les désirs soient sans aucun frein. C'est pas simplement les désirs qui sont sans aucun frein. Le vicieux, par exemple, pour nous modernes, Sade, la philosophie dans le boudoir, c'est une parfaite illustration du vice. Il y a une théorisation du vice, il y a une pensée du caractère bon
du déploiement sans frein des désirs. Dans cette mesure-là, quand on en arrive à ce stade-là, c'est trop tard. L'habitude, et on ne peut plus être dans cette violence douce, mais qui justement n'est pas une violence. Aristote l'appelle pas du tout une violence. C'est moi qui creuse un petit peu la chose. Mais on ne peut plus être dans la violence douce. Donc là, on entre vraiment dans la violence. On entre dans le rapport de contrainte. Et on ne changera pas quelqu'un qui est vraiment vicieux. Mais j'attire bien l'attention sur ce que signifie être vicieux. C'est pas simplement être emporté sur l'instant, par une impulsion, etc. C'est bien plus que cela. Donc non, il y aura pas de changement. C'est trop tard. C'est trop tard. Et c'est pour ça, je reviens à l'extrait que vous avez fait lire, la question de l'enfance est décisive. Et cette importance qui est donnée à l'enfance, Aristote ne l'inaugure pas. Elle lui vient directement de Platon, qui y attachait tellement d'importance, et on peut reconnaître là peut-être l'excès de Platon, son excès, moi, que je ne trouve pas un excès d'ailleurs, mais il y apportait tellement d'importance que Platon, dans les lois, va jusqu'à parler de ce qui se passe pour l'enfant lorsqu'il est dans le ventre de sa mère. Ce qui d'ailleurs, finalement, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, avec les recommandations à la mère de ne pas boire ou des choses comme ça. Mais Platon le fait d'un point de vue moral. Alors que nous le faisons aujourd'hui d'un point de vue, on va dire, plus médical. C'est pas bon pour l'enfant qu'il y ait de l'alcool, qu'il y ait de la cigarette, qu'il y ait ceci, qu'il y ait ça, qu'il y ait du stress. Platon le pense certainement d'un point de vue physique, mais il le pense vraiment d'un point de vue moral, c'est-à-dire la conduite morale, les plaisirs, les types de plaisirs que la mère va prendre pendant qu'elle porte son enfant risquent de s'incruster dans cette âme elle-même, et c'est le devenir moral qui se joue avant même la naissance. Alors, vous avez évoqué la notion de plaisir, elle est fondamentale, voilà, en effet, puisqu'on ne peut pas réfléchir à la vertu aristotélicienne sans essayer de se poser la question du plaisir, puisqu'une habitude, et c'est là tout le paradoxe, peut être vécue comme étant extrêmement douloureuse, pesante, contraignante, mais en réalité nous conduire à un plaisir supérieur, qui lui est peut-être le plaisir d'une forme de virtuosité. Je vous propose d'écouter un extrait tout de suite qui illustre très bien cette idée-là, la virtuosité qui est celle d'un musicien qui apprend à jouer, qui n'arrive pas à jouer, qui là donc perd son tempérament, on tombe dans la colère, ce que vous disiez tout à l'heure, donc ce qui n'est pas vicieux en tant que tel, mais qui est une manière de s'éloigner de la médiété tant prônée par Aristote, mais qui peut-être cet énervement qu'est le sien va être la condition à laquelle il va pouvoir atteindre un jeu fluide et virtuose. Il s'agit du film De battre mon cœur s'est arrêté, le film de Jacques Audiard qui est sorti en 2005 avec Romain Duris et Lynn Danpam. Écoutez. Ah, c'est bien. Good, very good, non? Quoi, non? Oh putain. Tu commences à me plaire, toi. Montre-moi, vas-y, montre-moi. Parce que t'es si balèze, vas-y, montre-moi.
c'est en bâtissant qu'on devient architecte et en jouant de la cithare que l'on devient citharette, dit Aristote. Donc c'est en jouant du piano que l'on apprend à jouer du piano véritablement. Cet extrait met bien en scène les différents points qu'il y avait dans le texte que nous avons entendu tout à l'heure, sur l'importance de la pratique, mais également de l'apprentissage par un maître, puisque là on a entendu le personnage interprété par Romain Duris qui juste avant l'extrait, venait de proposer une interprétation d'un morceau dont il était satisfait. Sa professeure lui dit que non, ça ne correspond pas du tout à ce qu'elle attend. Et elle-même lui montre comment il faut jouer. Donc, on a là cet exemple de modèle qui inculquerait de manière exemplaire une façon d'atteindre une perfection, une virtuosité dans le jeu. Et on a là ce rapport, il me semble, entre la contrainte de l'habituation qui implique tout cet exercice, cette pratique extrêmement contraignante, mais qui permet ensuite le fait d'atteindre un plaisir de jouer, mais une fluidité, une liberté. Oui. Est-ce que l'habitude elle-même peut être pensée de cette façon-là, une contrainte qui ensuite va conduire à une forme de spontanéité libre et qui engendre du plaisir également. Et surtout, la question du plaisir, ça, en fait, c'est fondamental parce que d'une certaine manière, l'habitude, c'est une éducation du plaisir et au plaisir. Et d'autant plus, alors pour reprendre de manière très, très aristotélicienne, que l'habitude étant une sorte de seconde nature, finalement, on trouve plaisir dans les actes qui nous sont propres. Donc, dans la mesure où par l'habitude vous inscrivez dans votre corps pour le musicien et dans votre âme, de point de vue plus éthique, vous inscrivez un certain nombre de capacités nouvelles à produire un acte, mais un acte qui est orienté par le maître, si vous voulez, ou par le modèle, ou par la loi, orienté vers tel type de beauté, etc. Ensuite, vous prenez plaisir à le faire, alors que vous n'auriez peut-être pas soupçonné, ou que peut-être au moment où vous avez répété ces actes eux-mêmes n'étaient pas extrêmement agréables. Et c'est vrai que là, pour le coup, le cas de la musique, sur lequel Aristote ne s'étend d'ailleurs pas tant que ça, mais le cas de la musique est exemplaire. Enfin, moi, personnellement, il me parle beaucoup d'ailleurs, mais c'est vrai que la musique, comme dit Platon quelque part, qu'est-ce qu'il y a comme désagrément dans l'exercice de la musique? Qu'est-ce qu'on souffre? Qu'est-ce qu'on souffre pour arriver à se mettre dans les mains, se mettre des morceaux dans les mains, les apprendre, etc. Et ça nous ouvre à un plaisir extraordinaire qui est justement la perfection de l'accomplissement de l'acte, dans lequel Aristote voit le plaisir. Le plaisir lui-même est une forme de parachèvement. C'est ce qui parachève l'acte lui-même quand il est bien effectué, selon la disposition qui a été inscrite en nous, nous permettant de réaliser cet acte. Mais le plaisir est-il seulement celui du résultat, du parachèvement d'une action, ou il peut être aussi celui de l'activité elle-même, du fait de s'exercer pour parvenir ensuite à la vertu? Le plaisir peut être celui de l'activité. Aristote fait du bonheur une activité. Alors peut-être il faut distinguer ici le plaisir du bonheur et ensuite de la vertu, pour bien comprendre cet enchaînement. Peut-être que là, on est juste un tout petit peu égaré par les termes. L'activité elle-même est pensée par Aristote comme un résultat. Et c'est même le résultat le plus élevé. L'action humaine, c'est une mise en œuvre. C'est la mise en œuvre et vous avez un certain nombre d'actes humains qui produisent un objet qui est extérieur, mais vous avez des actes humains qui sont de véritables actions, qui sont à elles-mêmes leur propre fin et leur propre résultat. Quand je fais un acte courageux, je ne produis rien dans le monde. Je ne produis pas un objet, je ne produis pas quelque chose qui est séparable de moi. Je le produis en moi, par moi, pour moi. Et cette activité-là, c'est en ce sens que je parle de résultat et d'achèvement. Mais l'achèvement n'a rien de statique dans la pensée d'Aristote. C'est l'activité elle-même qui est l'achèvement ultime de nos dispositions. Et donc, le plaisir est à la fois dans l'achèvement et dans l'activité, puisque les deux termes ne sont pas antagonistes. Mais par rapport à l'activité qui est celle de l'habitude, parce que l'habitude elle-même est une façon d'agir. Effectivement, vous voulez dire dans le processus, en fait, dans le processus d'habituation. Il ne s'étend pas particulièrement là-dessus, donc en tout cas, je n'ai pas en tête de passage qui permettrait de penser
cette thématique, mais c'est vrai qu'il reste de toute façon quelque chose d'inachevé dans n'importe quel processus. Donc, dans la mesure où il y a inachèvement, il peut certes y avoir plaisir, parce qu'il y a progression, mais ce plaisir-là ne sera pas de même degré, de même nature que le plaisir presque pur, qui est celui de la pleine activité épanouie. Et de fait, je peux vous dire, on peut effectivement prendre plaisir à apprendre et à travailler laborieusement la musique, mais le plaisir que l'on cueille à la fin du processus est d'une toute autre nature. Et il se pose pourtant la question du plaisir de manière frontale, ça, puisqu'il oui. se pose la question que joue la question de savoir quel rôle joue le plaisir dans justement dans le fait d'essayer d'atteindre la vertu. Est-ce que le plaisir est un indicateur du fait que nous sommes sur la bonne voie, ou au contraire le plaisir est-il le signe que nous ne souffrons pas assez dans ce processus d'habituation pour atteindre ensuite la vertu? Tout à fait, mais en fait, la moralisation, le processus de moralisation, on pourrait le décrire comme n'étant rien d'autre que l'apprentissage du plaisir. L'apprentissage, déjà très trivialement, de quels sont les bons plaisirs, quels sont les mauvais plaisirs, mais plus que ça, c'est l'apprentissage ou l'expérience progressive que le plaisir se trouve dans la vertu et se trouve par la vertu. C'est une éducation au plaisir et d'une certaine manière, peu à peu, par le plaisir. Et encore là, une fois, l'habitude, la répétition fait qu'on finit par prendre plaisir à des choses qui, au départ, nous demandent un effort. Il y a un effort au départ, il y a toujours quand même un minimum d'effort. Mais la répétition fait que ça devient une sorte de seconde nature. Et ce qui est conforme à notre nature, nous fait plaisir, nous fait du bien, est en harmonie avec nous. Et le processus de moralisation, le processus de développement éthique, c'est d'une certaine manière ce développement du plaisir, d'un type particulier, le plaisir de l'acte moral lui-même, un plaisir d'un type particulier, pas parmi d'autres d'ailleurs, un plaisir supérieur à tous les autres, si ce n'est au plaisir de la pure connaissance scientifique, que je crois Aristote mettra encore au-dessus. Mais c'est cette découverte du plaisir, et Aristote dit au moins dans l'Éthique à Nicomach, il doit le dire ailleurs aussi, que finalement, les gens qui récusent le plaisir de l'acte beau, de la beauté morale, ce sont des gens qui n'y ont pas goûté. Mais Anne Merker, que répondrait Aristote à celui qui lui dirait prendre du plaisir à faire quelque chose qui va contre sa nature, qui va contre son intérêt, contre la vertu? Parce qu'il y a des plaisirs qui eux-mêmes ne sont pas signes de vertu, ni d'adéquation avec sa propre nature. Et ça, on peut pas le passer sous silence. Cette nature-là du plaisir qui peut être trompeur. On peut prendre beaucoup de plaisir à être vicieux, par exemple. Vous voyez, le plaisir n'est pas forcément associé n'est pas en soi quelque chose de moral. Le plaisir n'est pas forcément le signe d'une action morale et vertueuse. Non, ça effectivement, ça nous en sommes bien d'accord, puisque précisément le premier plaisir qu'on puisse avoir, en fait, on est toujours dans cette problématique de la physis au sens dynamique, de la nature au sens dynamique, qui est croissance et développement. Donc nous avons une nature qui nous est donnée, et pour autant cette nature est en même temps un processus. Nous ne naissons pas. Descartes a dit, nous ne naissons pas hommes, nous le devenons. Enfin, nous avons été enfants avant que d'être hommes. Ça nous est donné, cette nature humaine, mais il faut la développer. Et dans ce processus de développement, les premiers plaisirs qui apparaissent, ce sont évidemment les plaisirs procurés par la sensation. Et cette sensation, elle-même en harmonie, en conjonction avec le désir, il va y avoir des plaisirs liés à la nourriture, etc., qui n'ont effectivement absolument rien de moral en eux-mêmes, qui ne sont pas prédisposés à aller vers le vice, qui ne sont pas non plus prédisposés à aller vers la vertu en eux-mêmes, mais qui, dans la nature humaine, étant liés à une faculté rationnelle qui est ce qu'il y a de supérieur dans l'être humain et qui a vocation à être développée, on peut dire que de manière naturelle, l'être humain est destiné à la vertu. Mais pour autant, elle ne lui est pas donnée. On y est prédisposé comme un développement naturel, comme l'accomplissement de notre nature. Mais dès qu'il y a nature,
d'abord, il y a nécessité de développer cette nature, et dans ce processus de développement, il y a possibilité de dénaturation. Et cette dénaturation, quand elle va jusqu'à son terme, elle va jusqu'au vice. Elle va jusqu'au vice, et elle y va notamment par la force des plaisirs. Et la force de l'habitude est précisément ce par quoi on peut contrebalancer la force des plaisirs. Puisque tout le problème, c'est finalement comment faire que la raison qui doit gouverner, parce qu'elle sait. La raison, elle sait. Donc c'est elle qui doit prendre le commandement. Mais elle sait raisonner. Mais elle doit commander des choses qui ne savent pas raisonner. Et tout le problème est là, ce hiatus, ce creux qu'il y a entre ce qui sait raisonner et qui par conséquent doit gouverner, mais qui doit gouverner quelque chose qui ne sait pas raisonner. Et vous ne pouvez pas raisonner le désir. Vous ne pouvez pas raisonner le plaisir. Vous ne pouvez pas lui faire des arguments, des argumentations. Vous ne pouvez pas lui expliquer que le vrai bonheur réside dans la vertu. L'envie de manger, l'envie sexuelle, ça résonne pas. Et donc, entre cette faculté rationnelle qui, parce qu'elle est rationnelle, doit gouverner, mais parce qu'elle est rationnelle, n'a pas les moyens de gouverner directement ce qui n'est pas rationnel, entre les deux, vous avez notamment l'éducation, et à l'intérieur de l'éducation, vous avez l'habitude qui a cette force spécifique, qui a ses limites, ses faiblesses, puisque si on en reste à l'habitude, on ne va pas développer sa vocation de la raison et on ne deviendra pas vertueux, on ne fera des actes que par conformité extérieure, par sorte d'habitude morne, etc. Donc l'habitude a ses faiblesses, mais elle est une pièce maîtresse dans le dispositif qui permet à la nature humaine de développer sa véritable vocation. Reste à savoir dans quelle mesure l'habitude découle de notre propre volonté, de notre propre capacité à mettre en œuvre ce que l'on sait, et dans quelle mesure elle est tributaire de l'éducation que nous recevons, puisque l'habitude est toujours la mise en œuvre de principes et d'idées qu'on nous a apprises. Et donc, est-ce que vous disiez tout à l'heure que c'était important pour Aristote et pour toute pensée morale de penser l'homme comme étant libre dans le choix de son action, dans le choix du but qu'il va suivre et vers lequel vont tendre toutes ses actions. Cependant, il est aussi tributaire de l'éducation qu'il a reçue. Si on lui inculque des mauvaises habitudes dès le début, absolument, il ne pourra pas se tourner vers la vertu. Entièrement tributaire de cette éducation. Et c'est là que, personnellement, je trouve que la perspective d'Aristote consistant à dire « nous sommes responsables » de nos vertus et de nos vices, nous sommes responsables de notre manière d'être, elle a quelque chose de critiquable. Bon, il le fait dans... Et elle est nuancée par l'importance qu'il donne à l'éducation de toute façon. Absolument. Derrière tout ça, finalement, il y a quand même la question de savoir est-ce que nous sommes responsables de nos représentations, puisque finalement, nous n'agissons que sous une représentation de ce qui est bon pour nous. Et tout le travail philosophique revient à montrer que ce qui est bon, c'est ce qui est vertueux. Bon, mais ça, c'est un travail philosophique qui peut être long, qui implique de la réflexion et après de s'en convaincre. Si cette pauvre âme humaine qui vient comme ça au monde déjà sous la forme de l'enfance n'a pas rencontré quelqu'un qui les lui explique, eh bien la représentation qu'elle aura du bon sera elle-même viciée. Et donc finalement, il n'y aura pas de liberté par rapport à soi-même, dans la mesure où nos représentations sont elles-mêmes faussées. Every time that blooming Saturn comes along and gives us a bit of a jolt. Oh, it's the stars, Gillian. Everything has its season. Oh, it's a mystery, it's a mystery. There's always a reason. Oh, we just need to seize the reason for the season.
Merci beaucoup Anne Marker d'être venue nous parler de la force de l'habitude chez Aristote aujourd'hui. Habitude non pas vertueuse, on l'aura compris, mais habitude qui peut mener à la mise en œuvre de la vertu. De vous, on peut lire Une morale pour les mortels, l'éthique de Platon et d'Aristote, qu'on trouve aux éditions Les Belles Lettres. La force de l'habitude a du bon. Déjà, elle conduit à créer des musiques aussi belles que celle-ci. Et ensuite, elle conduit à retrouver chaque jour à 10h50 François Nudelman pour le journal de la philosophie. Bonjour François. Bonjour Adèle. Nous allons parler aujourd'hui de pensée chinoise qui ne suscite pas seulement l'intérêt des anthropologues mais aussi celle des philosophes. Quelle lecture peut-on faire de tels textes ? C'est la question que nous allons poser à propos de la parution en poche de l'œuvre de Chuang-Tzu. Rémi Mathieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et un des spécialistes de la pensée chinoise. Alors, que peut-on dire de cette parution en poche de Chuang-Tzu qui donne au large public la possibilité de connaître, de relire ou de lire, de découvrir cette œuvre? Peut-être faudrait-il la situer un peu d'abord historiquement. Et bon, s'agit-il d'un auteur, d'une œuvre? Il y a quelquefois un petit peu de confusion. Il s'agit avant tout d'une œuvre. Oui. D'une œuvre attribuée à un auteur qui donne son nom à cette œuvre, d'ailleurs, Chuang-Tzu, comme vous l'avez rappelé, supposé avoir vécu au IVe siècle avant notre ère. En fait, les choses sont un peu plus complexes puisque cette œuvre qui comporte 33 chapitres ne se voit attribuer que 7 chapitres comme supposés authentiques, les autres étant apocryphes et dus à des disciples assez tardifs. Mais il faut raisonner avant tout sur l'œuvre complète. Elle appartient à ce qu'on appelle le courant taoïste, ou du moins supposait-elle, puisque c'est seulement au début de l'Empire, au moment où les grands bibliographes de l'époque des Han ont voulu constituer des écoles de pensée, qu'on a cru pouvoir affirmer que Chuang-Tzu était taoïste, Taotia en chinois, et donc il se rattachait très directement à la pensée de Lao Tzu et du troisième père fondateur, Liezi, qui est un peu plus tardif, IIIe siècle avant notre ère. Alors, ce volume paru en folio essai fait à peu près 600 pages et on a un grand plaisir de lecture tout en se demandant si on n'est pas quelquefois penché, tendu vers l'exotisme parce que ce sont des paraboles, ce sont aussi des réflexions, on peut se dire voilà c'est un peu de la sagesse, c'est de la philosophie. N'y a-t-il pas un peu un piège en quelque sorte à cette lecture facile ? Oui, je crois qu'il faut éviter effectivement ce piège de l'exotisme. Le Chuang-Tzu est tout sauf exotique. Il faut le lire comme un penseur, et je dirais même comme un philosophe, quoique l'aspect théorique soit chez lui relativement secondaire, ça n'est pas son propos. Vous avez souligné un point tout à fait important, qui est celui de la forme. La forme qui est celui de l'apologue, des paraboles, qu'il utilise pour la première fois, ou l'une des premières fois dans la littérature chinoise. C'est à la fois un littérateur et un philosophe. Et il est en ce sens considéré comme étant un des fondateurs de la prose chinoise. C'est une des plus belles proses de l'Antiquité. Donc, à travers ces courts récits, ce qu'on appelle en chinois xiaoshuo, il illustre un certain nombre de ces positions qui sont pour la plupart très audacieuses. On peut parler même de politique de table rase par rapport à la fois à son maître supposé, Lao Tzu. Il ouvre en effet une perspective nouvelle qui est celle du mysticisme. Et d'autre part, il prend quelques distances, pour ne pas dire une distance certaine,
par rapport à tous les autres penseurs de cette époque qui étaient très florissantes sur le plan intellectuel. À cette époque, il y avait non seulement les confucianistes, mais également d'autres écoles sur lesquelles nous n'avons pas le temps de nous attarder. Alors, je prends un exemple, parce qu'il faut peut-être faire entendre cette prose. Liu Tzu, au cours d'un voyage, prenait son repas au bord d'un chemin, lorsque soudain il aperçut un vieux crâne au milieu de touffes d'herbes. Il arracha les herbes, pointa l'index vers le crâne et lui dit « Seuls toi et moi, nous savons que tu n'es ni mort ni vivant. Es-tu vraiment malheureux? Suis-je vraiment heureux ?» Et c'est tout. Oui, alors vous voyez qu'il n'y a absolument aucune trace d'exotisme. Il faut vraiment le lire comme un dialogue. On parlait tout à l'heure des dialogues platoniciens. Eh bien, ce sont également des dialogues entre un maître souvent et ses disciples. Et donc, ce sont des textes extrêmement vivants et fort agréables à lire. Pour des lecteurs occidentaux, il n'y a pas de difficulté technique à suivre, comme ça peut être le cas en philosophie grecque, par exemple. Et d'autre part, l'exemple que vous indiquez à l'instant montre qu'il y a quelques thèmes récurrents qui sont tout à fait importants, qui sont des piliers de la pensée taoïste, en tout cas de celle de Zhuangzi, et en particulier le relativisme. C'est-à-dire que, selon lui, il n'y a pas de critère absolu pour définir des différences qui nous apparaissent comme des évidences entre la vie et la mort, entre le rêve et la réalité, et surtout entre le vrai et le faux. Donc ce relativisme débouche d'ailleurs sur un scepticisme qui nous rappelle quelque chose aussi quand on évoque quelques penseurs grecs de l'Antiquité. Oui. Alors, il y a cette dimension aussi de sagesse, mais en même temps, il est question de politique. Alors là, tout d'un coup, on est tenté de se dire, n'y a-t-il pas un message aussi qui pourrait être actualisé, qu'on pourrait entendre de manière contemporaine? Est-ce que la politique est un lieu d'intervention pour Zhuangzi? Est-ce que effectivement, il y a de quoi s'investir malgré ce scepticisme ou ce relativisme que vous venez d'évoquer? Y a-t-il en quelque sorte des leçons à donner sur la manière d'être impliqué dans le monde, d'être dans son unité, mais aussi dans sa rupture, s'il peut y avoir une rupture dans la pensée chinoise? Il y a des ruptures, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. La rupture, c'est justement entre Lao Tzu et Zhuangzi. Lao Tzu est un politique, c'est-à-dire il essaye de définir ce qui, dans le cheminement de l'individu vers la sagesse, va pouvoir le conduire, dans un second temps, à gouverner son village, puis sa nation, puis le monde. Or, chez Zhuangzi, il y a là une rupture majeure qui est que lorsqu'il évoque la politique, Zhuangzi aperçoit l'horreur. Oui, l'horreur de l'intervention. C'est le temps des guerres aussi. C'est d'une part le temps des guerres, c'est surtout le temps de la violence, des contraintes. Oui. Or, dans la philosophie taoïste, le maître mot, c'est la spontanéité, c'est le non-agir, c'est-à-dire le fait d'épouser en quelque sorte la spontanéité des êtres, de trouver le moment opportun, à la fois celui du sujet et celui de l'objet, de les faire, si possible, concorder. Or, la politique, c'est la contrainte, c'est l'action, c'est l'intervention. Et je parlais d'horreur à propos de la politique chez Zhuangzi. Zhuangzi est un individualiste, c'est-à-dire qu'il vise avant tout la perfection de l'individu vers cette fort hypothétique sagesse, mais il ne vise pas à réformer le système politique, ni même à l'améliorer. Pour lui, c'est vraiment le lieu qu'il faut fuir à tout prix. Alors, c'est là où on pourrait être tenté par certains malentendus, c'est quand on lit, par exemple, ces chapitres sur laisser faire et tolérer, ou quand on entend le non-agir, on pourrait croire être une forme de résignation, alors qu'en fait, il ne s'agit pas de ne rien faire. Mais comment comprendre, ou du moins, comment entendre ce message à la fois pour lui-même et pour ce qu'il peut nous dire à nous aujourd'hui? Oui, alors il y a effectivement un grand malentendu à propos de ce terme, le terme chinois est wu wei, qui veut dire plutôt ne pas intervenir plutôt que ne pas agir. Et ne pas agir induit une erreur d'interprétation la plupart du temps. C'est une convention de la sinologie française, hélas, qui fait que bien souvent le lecteur ou l'auditeur entend que on doit rester dans l'inaction. Or c'est tout à fait faux. On doit accompagner. On doit accompagner le mouvement des êtres, on doit accompagner la nature, et si possible s'y insérer, et surtout repérer le moment opportun, ce que les Chinois appellent shi, c'est-à-dire ce moment dans l'histoire d'un être ou dans l'histoire d'un événement qui fait qu'il faut agir en concomitance avec les autres.
Merci beaucoup Rémi Mathieu. Je rappelle donc la parution de l'œuvre complète de Chuang Tzu aux éditions Gallimard, folio essai. À vous, Adèle. Merci beaucoup François. De la force de l'habitude au choix du moment opportun, c'était la cohérence du jour. C'est pas... Ainsi s'achève le nouveau chemin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite de cette semaine consacrée à l'habitude. Je recevrai Frédéric Brahami pour parler du rôle de l'habitude dans la pensée de David Hume. On se demandera si l'habitude n'est pas le vrai nom de la nécessité. Si vous voulez réécouter cette émission, c'est possible en vous rendant sur le site internet de France Culture à la page des nouveaux chemins, où vous pourrez également télécharger, podcaster cette émission pour l'écouter où vous voulez, quand vous voulez, et vous trouverez également toutes les indications bibliographiques concernant l'émission du jour.